Nouveau rendez-vous de l'émission Le Point. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi encore une fois de vous retrouver pour une heure de temps en compagnie des journalistes et analystes politiques pour décrypter aussi bien l'actualité nationale qu'internationale. Et comme d'habitude, mesdames et messieurs, nous resterons fidèles à notre principe qui est d'analyser les sujets. Et nous recevons sur ce plateau pour vous Zeus Asiadovo, directeur de publication du journal Liberté. Zeus Asiadovo, bonjour. Bonjour. Voilà, également sur ce plateau, Germain Pouli, directeur de publication du journal Togo Réveil. Germain, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour. Bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà. À tous les téléspectateurs de RTDS. Voilà, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous. C'est la première fois que nous vous recevons sur ce plateau. Ah oui, ça a été un honneur pour moi. Voilà. Nous allons, mesdames et messieurs, amorcer les échanges avec ce premier reportage qui est relatif au rapport rendu public par les experts de la francophonie au Togo. Un rapport qui avait pour but de quantifier ou peut-être d'expurger les doublons du fichier électoral. On va suivre le reportage tout juste après. On revient sur ce plateau avec les invités pour le décryptage. D'abord contesté par le Parti des Togolais, ensuite dénoncé par CAP 2015, le fichier électoral amenant à la présidentielle d'avril 2015 a été soumis à l'évaluation des experts de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est le rapport des travaux qui est ici présenté à la presse à quelques heures du démarrage de la campagne électorale. 4 316 doublons, 24 503 cartes portant le même numéro et des irrégularités imputables selon la Commission au système défaillant de l'État civil des pays de la sous-région sont entre autres des manquements relevés sur le fichier électoral de 2013. À l'issue des travaux effectués avec des représentants des différents candidats, la mission est arrivée à arrêter le fichier électoral à 3 509 258 électeurs répartis sur 4 112 centres de vote pour 8 994 bureaux de vote. Après avoir procédé à la correction de toutes les anomalies identifiées, nous avons arrêté le fichier à 3 509 258 électeurs répartis entre 4 112 centres de vote et 8 994 bureaux de vote. Et nous avons fait la répartition par région, la répartition par préfecture. Fichier pas toujours exempt d'erreurs, mais désormais consensuel selon la commission de l'OIF. On a pu avoir un fichier après les corrections des anomalies, un fichier consensuel, un fichier qui a été accepté par les 5 candidats. Nous avons travaillé en réalité avec tout le monde, mais au départ c'était la démarche exigée par l'OIF, une démarche inclusive, une démarche participative, une démarche effectivement qui nécessite, sinon qui implique absolument la participation de l'opposition, de la majorité, de la CENI et également de l'opérateur technique. Contrairement à un nouveau report redouté du scrutin présidentiel, le processus électoral poursuit son cours et devra aboutir à la campagne électorale dans moins de 48 heures pour donner lieu à la présidentielle le 25 avril prochain. Voilà, retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, chers invités, vous venez de suivre ce reportage qui fait un résumé de ce qui s'est passé après la publication du rapport des experts de la francophonie. Germain, d'aucuns avaient prédit même qu'après la publication de ce rapport, on assisterait peut-être à un arrêt du processus électoral. Oui, face à l'ampleur des différentes dénonciations, avec d'abord le président du Parti des Togolais, qu'il faut dire, a lancé les premières alertes, a dramatisé, si on peut le dire, un peu l'ampleur donc des dégâts au niveau du fichier électoral, au point où finalement c'est CAP 2015 et son candidat qui fait travailler leurs experts sur ce même fichier avec des conclusions moins alarmantes que celles du Parti des Togolais et donc Jerry Tama qui entre aussi dans la danse. Donc on a eu l'impression que ce fichier-là était totalement impropre pour aller à une élection. Et donc je crois qu'à ce niveau, le gouvernement a bien fait de rassurer les uns et les autres en demandant à l'OIF, qui a une certaine expertise avérée dans le domaine de venir. Et donc finalement, c'est tout le monde qui a travaillé sur ce fichier électoral et donc qui nous donne aujourd'hui
avec beaucoup plus de précision le nombre d'électeurs, le nombre de bureaux de vote, et puis un fichier finalement consensuel selon les propos de toutes les parties engagées dans ce processus électoral. On ne peut que féliciter les Togolais en général pour avoir réussi à se mettre d'accord sur le fichier qui va conduire à l'élection du 25 avril prochain. Voilà, juste à Ziadouvo, est-ce que vous avez l'impression que le rapport est moins alarmant, comme le soulignait tantôt Germain Poli? Non, mais c'est un rapport qui a été fait à l'issue d'un travail effectué par les experts de l'OIF, assistés des représentants des différents candidats. Et moi, j'estime que ce qui a été fait par l'OIF est à saluer, même si tout le monde est d'accord que ce n'est pas le fichier électoral le plus parfait au monde, et que c'est un consensus qui s'est dégagé. C'est sur la base de ce consensus-là que le fichier actuel a été arrêté. Donc cela ne signifie pas que les anomalies qui ont été soulevées par les uns et les autres ont été nettoyées. Et moi je dirais qu'il n'y a même pas eu, les gens n'ont pas dramatisé parce que les gens ont travaillé sur des documents que la CENI elle-même leur a donné, donc des documents en PDF sur lesquels ces experts ont travaillé. Et quand vous lisez eux aussi leurs rapports, ce sont des rapports bien détaillés avec des preuves à profusion. Donc ce ne sont pas des fables à la fontaine de Jean de La Fontaine. Donc, ce sont des gens qui ont travaillé sur des faits bien précis. Le CAP 2015 l'a fait, et puis le Parti des Togolais également l'a fait. Mais même bien avant l'arrivée des experts de l'OIF, le rapporteur de la CENI, M. Daté, a bien dit sur Radio Victoire FM, si vous permettez, qu'il y avait 70 000 doublons. Donc déjà, quand vous voyez les démonstrations que les deux partis ont eu à faire, et puis la dernière révélation de M. Daté, il y a des difficultés, ou bien, comme moi je le dis, il y avait effectivement beaucoup de charançons dans notre fichier électoral. Et maintenant, ce qu'il faut aussi constater, c'est que quand les autorités togolaises savaient, ou bien ont su que les experts de l'OIF vont arriver au Togo, qu'est-ce que ces autorités togolaises ont fait? Elles ont demandé à leurs experts de travailler un peu sur le fichier, d'évacuer un peu les nombreuses anomalies avant que les experts ne viennent travailler. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'ampleur des doublons, tout ça là, ça a diminué. Donc il ne faudrait pas que les gens acclament, disent, ou bien se frottent les mains pour dire que non, les opposants disent ceci. Aujourd'hui on a fait un travail et que c'est le contraire. Non, le gouvernement avait travaillé sur, les experts du gouvernement avaient travaillé sur le fichier électoral avant d'être remis aux experts. Jamais Poli? Non, je ne sais pas si mon confrère confond la CENI au gouvernement. Parce que le fichier électoral, c'est la CENI. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les deux sont confondus. Non, oui, mais c'est une confusion voulue par certains. Parce que les représentants de l'ANC, qui sont à la CENI par exemple, du CAP 2015, ne sont pas du gouvernement. Donc il ne faut pas faire la confusion entre le gouvernement et la CENI. C'est toi qui fais de confusion. J'en arrive. Ne parle pas de confusion. Allez, on va y aller. Il s'agissait d'un fichier électoral provisoire. C'est juste après l'opération de révision. Voilà. Ce fichier n'avait pas été traité. Maintenant, ce n'est pas les experts de l'OIF qui y ont débarqué. C'est le gouvernement qui les a invités par une correspondance. C'est le gouvernement qui a invité les experts. Ce n'est pas les experts qui sont venus. On donne l'impression que l'OIF est venu. Non. Le gouvernement dit, bon, il y a une opposition qui est malheureusement au sein de la CENI et qui dit que la CENI n'a pas bien travaillé, qui dit qu'il y a des doublons. Bon, quand vous avez une expertise dans le domaine, venez nous aider donc, à vérifier donc, le fichier électoral et à le consolider. C'est ce qui s'est passé. Il ne faut pas donner l'impression que l'OIF est venu et puis le gouvernement. Maintenant, je crois que la CENI a eu le temps de travailler un peu, puisque c'était un fichier provisoire. Il fallait faire l'affichage, que les gens apportent des revendications, il fallait travailler après. Ça n'avait pas été fait avant que le fichier nous soit envoyé à ceux qui voulaient l'avoir. Voilà. Donc, un premier travail a été fait. Mais est-ce que c'est normal d'envoyer un fichier non traité déjà même à des les gens demandent, ils veulent avoir le fichier. Tu as vu mais ça ne décrédibilise même pas l'action de la CENI. Tu as vu tout ce tapage qui a été fait, les gens ont campé devant la CENI, ils veulent avoir le fichier. Si on ne leur donne pas en l'état, ça veut dire qu'on cache beaucoup de choses.
il faut le leur donner, sachant bien que le code électoral a prévu que le fichier doit être traité. Maintenant, est-ce qu'on l'a traité? Les experts sont venus. Et même jusque-là, il a reconnu, il n'est pas totalement pur. Je crois qu'il y a toujours des difficultés relatives notamment à l'état civil dont on a parlé. Et vous vous rendez compte que 75% au moins de ceux qui ont été enregistrés sur ce fichier ne l'ont pas été sur la base d'une pièce d'identité. Les gens sont venus témoigner. Ça veut dire que dans notre pays, malheureusement, comme dans de nombreux pays africains, les gens n'ont pas l'identité. C'est-à-dire que c'est difficilement les gens font des actes de naissance. Donc, on déclare les naissances quand les enfants sont nés. Après, il faut faire la nationalité, il faut avoir la carte. Et donc, plusieurs Togolais n'ont pas ce document-là qui aurait permis plus largement aux électeurs d'aller s'inscrire sans que le chef du quartier ou le chef du village ou les notables ne viennent attester que tel est Togolais, tel a 18 ans. Ça a montré quand même l'ampleur de la situation. Il va falloir y remédier. La responsabilité collective, elle dépend de nous-mêmes parents qui ne voulons pas faire ces actes-là, qui sont assez importants dans la vie. Oui, elle est collective. Elle dépend aussi de l'État, du gouvernement, effectivement. Du gouvernement aussi, qui doit faciliter les conditions d'obtention de ces pièces-là. Voilà. Donc, je crois que l'occasion de la consolidation de ce fichier permet donc au Togo de se remettre en cause pour se dire, mais il faut que les citoyens disposent des pièces d'état civil. Il faut faciliter les procédures donc, pour pouvoir avoir ces pièces-là qui permettent d'aller se faire inscrire. Voilà, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi j'estime qu'un journaliste, d'abord, il doit s'informer, il doit aller au-delà des informations et ne pas se contenter du peu des informations officielles. Je vous dis qu'il y a deux types au Togo. Il y a actuellement deux CENI, une CENI officielle connue par tout le monde et la CENI officieuse qui est constituée d'experts qui ont été recrutés par le gouvernement togolais sans l'accord de la CENI, sans l'accord des autres partis politiques engagés dans le processus. Mais le gouvernement a nié toute implication. Mais c'est une réalité. Les faits sont là. Si vous voulez, on peut les aligner, mais peut-être on y reviendra. Donc, c'est une CENI officielle et une CENI officieuse. Donc moi je vous dis en tant que journaliste, je vous dis que moi j'ai eu mes informations, j'ai fait mes recoupements, on avait travaillé sur le fichier avant d'être remis aux experts. Maintenant le fichier sur lequel le parti des Togolais, le CAP 2015 avait travaillé, c'était le fichier de 2013 et un journaliste aussi doit le savoir parce que c'était une conférence de presse et tous les journalistes étaient là. Ils n'ont pas travaillé sur le fichier de 2015. Ils ont travaillé sur le fichier de 2013 et dans un pays normal, chaque année, le fichier devrait être actualisé, mais ce qui n'est pas souvent le cas. Maintenant, quand vous prenez le rapport de la francophonie, il y a même quelque part où il a été dit qu'il y avait 30 000 inscrits avec des signes, etc. Mais ils n'ont pas pu enlever, ils ont maintenu ces 30 000 électeurs en l'état dans le fichier. Donc aujourd'hui, c'est un bonheur, et les partis sont d'accord, c'est une bonne chose. Et ce qui est important également, c'est l'inscription sur la base des témoignages. 75% de Togolais, c'est raisonnable. C'est raisonnable et c'est un travail scientifique qui a été fait à ce niveau. Aujourd'hui, quand vous prenez notre pays, c'est difficile d'avoir la carte nationale d'identité. C'est un luxe au Togo. Pourtant, quand vous prenez l'accord politique global, l'APG, qui a été signé le 20 août 2006, il a été bien dit au point 2.5 au point 1.2.5 que la CENI et le gouvernement devraient faire en sorte que lors des inscriptions, que des cartes nationales d'identité soient délivrées à tous les Togolais. Pourquoi il y a cette mesure? C'est pour éviter ces témoignages sur la base des caprices, tout ça là. On met finalement tout le monde sur la liste électorale. Quand vous allez au Burkina Faso, beaucoup de citoyens burkinabés ont leur carte d'identité nationale. Un jour, j'allais à Ouaga, on est arrivé dans la partie burkinabé, il y avait une femme togolaise bien présentable, mais quand dans notre voiture, c'était elle seule qui n'avait pas de carte d'identité. Elle est togolaise. Et le jour-là, j'avais eu honte pour mon pays parce qu'elle nous avait fait attendre. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas eu le fameux, elle n'avait pas le fameux César. Donc je crois que
Même dans la recommandation de l'UEF, ça a été dit, il faudrait faire un travail à ce niveau pour que les Togolais aient au moins... Est-ce que le Togo est le seul pays qui se base sur non, il a donné l'exemple de la région ouest africaine. Oui, c'est une réalité. Voilà. Mais je vous dis qu'au Burkina Faso, il y a eu un programme dans ce sens. Même en Côte d'Ivoire. Même en Côte d'Ivoire, il y a eu également un programme dans ce sens. Pourquoi nous, on ne peut pas lancer un programme de cette façon, permettre au moins à nos frères d'avoir la fameuse carte d'identité, la fameuse carte nationale d'identité. Mais aujourd'hui, même parmi même nous, peut-être c'est après le bac, quand vous savez que vous allez aller à l'université, peut-être il y aura les affaires de bourse, aide, c'est à ce moment-là qu'on se met à faire la carte nationale d'identité, c'est ça qui est à déplorer. J'ai même pour les réactions. Non, d'abord, il ne faut pas attendre les élections pour faire sa carte d'identité. Voilà. Quand vous traversez, il y a plein de Togolais qui traversent la frontière d'Aného, mais qui paient toujours les 500 000 francs. Voilà. Mais quand vous payez ça 10 fois, vous pouvez faire la carte nationale. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a élection qu'il faut faire la carte. Vous avez besoin d'ouvrir un compte aujourd'hui. Mais c'est important pour avoir un fichier crédible. Non, oui, mais ça, j'ai dit, la responsabilité est partagée. On peut dire que l'État devrait faciliter les choses. C'est vrai, on a décentralisé aujourd'hui les services de documentation. On peut faire la carte partout, le permis, tout ça. On n'est plus obligé de venir à Lomé. Mais il faut quand même que le citoyen sache qu'il a besoin de ça. Ne serait-ce que même pour sa sécurité. C'est une question de sensibilisation aussi. Non, vous faites un accident tout à l'heure. Vous n'avez pas un papier. On ne peut même pas savoir. C'est pour ça aujourd'hui, il y a le groupe sanguin, par exemple, sur la carte d'identité. Vous avez besoin des premiers soins. Il faut qu'on fasse des analyses pour faire le... C'est assez compliqué. On a même besoin de prévenir quelqu'un. Oui, donc, mais il faut une sensibilisation dans ce sens. Bon, je ne suis pas... C'est comme les gens jettent des ordures. On dit qu'il faut une sensibilisation pour nos amis du Ghana à côté. Non. Mais c'est pas ancré dans les mentalités. C'est pas ancré dans les Nous mentalités. avons une certaine paresse. Il y a des parents, les enfants sont nés, ils prennent la déclaration à l'hôpital. Je vous dis, pour aller à la mairie déposer ça, ils mettent des années. L'enfant grandit avant qu'il ait l'acte de naissance. Voilà. Ce n'est pas la faute de l'État. Voilà. Je comprends bien si les formalités sont compliquées. Vous prenez la déclaration à l'hôpital, vous gardez chez vous. C'est vrai, vous dites vous êtes occupé, il faut libérer la dame après. Mais après, ça traîne des mois. Et puis, quand tu vas faire, on est obligé de faire des jugements supplétifs à plusieurs enfants dans le pays, alors qu'ils sont nés au moment où on pouvait les déclarer pour avoir un acte de naissance. Donc, on ne peut pas dire que c'est l'État, forcément, non. Oui, l'État, oui. Et maintenant, même dans les actes commerciaux, aujourd'hui, vous voulez ouvrir un compte, vous avez besoin d'une carte. Voilà. Vous voulez prendre de l'argent à la banque, donc vous n'avez pas besoin des élections avant d'avoir une carte. Certes, l'État doit peut-être améliorer encore les formalités et les rendre beaucoup plus simples. Et peut-être, si on insiste, donc sensibiliser le Togolais pour qu'il fasse le... Voilà, on peut le dire de manière générale, tous les différents candidats engagés pour la course à cette élection présidentielle sont d'accord, ils sont unanimes sur le fichier. Donc ça veut dire qu'on peut aller à les élections maintenant sans contester encore le fichier. Non, mais aujourd'hui, ce sont les partis ou bien les associations qui ne prennent pas part aux élections, qui se mettent à critiquer un peu le travail qui a été fait. Mais une fois que les partis se sont mis d'accord, les principaux acteurs qui vont aux élections se sont mis d'accord sur ce fichier, je crois que la voie est balisée pour aller maintenant à un scrutin plus ou moins acceptable. Maintenant, le problème de fichier n'est pas le seul problème. Il y a d'autres problèmes qui sont là. Il y a la question du bulletin de vote qui continue de susciter beaucoup de critiques. Il y a même la question de la centralisation électronique des résultats. Ça aussi pose des problèmes. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on puisse aller à des élections transparentes. Si tout est clair pour tout le monde, il y aura moins de contestation. On n'a pas l'impression qu'au Togo, on a l'habitude de perdre le temps sur les détails. Non, ce ne sont pas des détails. Parce que quand on va aux élections, il faut que tout soit clair pour tout le monde. Voilà. Il faut que tous les candidats aient les mêmes chances. Il ne faudrait pas qu'il y ait une volonté de ou bien une volonté de favoriser un candidat au détriment de l'autre. Quand vous avez pris, par exemple, la question des bulletins de vote, il y avait eu un tirage au sort qui a été effectué, constaté par un huissier. Après le tirage au sort, l'ordre de présentation sur le bulletin de vote a été acté par tout le monde. Les gens sont partis 2 jours plus tard,
comme un C'était dans le sens vertical. C'était dans le sens vertical. Voilà. Et après, comme ils ont fait, le candidat de l'UNI, il était dernier après le tirage au sort. Maintenant, on a renversé, on a changé deux bulletins de vote. Maintenant, on opte pour un bulletin de vote horizontal. Et quand vous prenez le bulletin de vote horizontal, nous, on a eu à le publier dans notre journal. Quand vous le prenez, comme eux-mêmes, ils l'ont écrit dans certains de leurs journaux, les derniers sont devenus maintenant les premiers sur le bulletin de vote horizontal. Voilà. Et quand vous prenez le même bulletin, celui qui est arrivé dernier après le tirage au sort, c'est lui qui est plus protégé. Donc, pour plier le bulletin, lui, il est plus protégé que les autres candidats. Et c'est là où les gens ne sont pas d'accord. Et sur 5 candidats, 4 sont contre ce type de bulletin de vote. Et encore, les Togolais sont habitués à voter avec le bulletin de vote vertical. Maintenant, on n'a pas eu le temps de faire la sensibilisation. On vient de commencer la campagne. La campagne, c'est à peine 14 jours. Et est-ce que c'est au cours de cette campagne qu'on va encore apprendre aux Togolais comment il faut voter? Déjà, le vote par le biais du bulletin vertical était un travail harassant. C'était un travail fastidieux. Même dans les villages, c'était difficile de faire comprendre aux gens comment il faut voter avec ce bulletin avec lequel ils sont peu ou peu habitués. Voilà. Maintenant, ici, on veut opter pour le bulletin de vote horizontal. Et c'est ça qui risque de créer des situations de tension inutilement, alors que le souhait de tout le monde, c'est d'aller à des élections transparentes et apaisées. Parce que moi, je le dis, c'est la transparence qui induit la non-violence, c'est la transparence qui induit l'apaisement. Ce n'est pas la non-violence qui induit la transparence. Si tout est clair pour tout le monde, il y aura moins de contestation. Le vaincu prendra son téléphone pour appeler le vainqueur et le pays va avancer. Mais c'est quand les gens croient que c'est à eux le pays. Il faut faire tout pour s'y souder. Pour se souder au pouvoir, c'est là où il y a des problèmes. Voilà, Germain Poli, il y a autant d'éléments qui constituent encore des blocages au sein même de cette CENI. Non, est-ce qu'il s'agit de blocage? Oui, parce qu'il y a toujours eu des bagarres. On apprend même qu'ils en viennent aux mains des fois. Mon confrère, c'est comme si les Togolais étaient à la préhistoire. On donne l'impression que les gens votent par ordre d'arrivée, qu'ils ne savent pas pour qui ils votent. Et quand il explique qu'on a eu du mal à apprendre les gens à vouloir... Là, finalement, c'est toi qui es dans la préhistoire. Non. Quand nous prenons par exemple le nombre de bulletins nuls, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu de sensibilisation, peut-être parce que les élèves... Mais il faut une sensibilisation dans ce sens. Quelles sont les raisons des bulletins nuls? Les gens parfois ont tâché. Ils ont tâché, ils ont mis peut-être le pouce sur deux candidats. Voilà. C'est lié à la sensibilisation aussi. Mais non, ça c'est... Ici, on parle de l'ordre. Voilà. C'est-à-dire que, quand vous écoutez mon confrère, c'est comme les gens votent au hasard. Et ceux qui sont les premiers, donc vote pour eux, éventuellement. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est ce que ça veut dire. Tu me prêtes des invitations. Tu me prêtes des invitations. Les Togolais sont tellement bêtes. On va aller à tout le monde. Non, ne fais pas un raisonnement de souvent. Ne fais pas un raisonnement de souvent. Vous aurez le temps de réagir. Non, mais vous ne faites pas de raisonnement de souvent. Vous aurez le temps de réagir. J'ai été méthodique dans mon... Voilà, allons-y, vous allez revenir, vous allez rebondir. On y va jamais. Moi, je crois qu'aujourd'hui, même dans les villages les plus reculés, les gens en ville croient qu'ils sont plus intelligents que les gens au village. Mais vous avez des photos des candidats, vous avez des logos des candidats. Vous donnez l'impression que les gens votent au hasard selon l'ordre où la CENI a classé les candidats, mais c'est faux. Oui, mais c'est un élément important également. Cette disposition, les gens votent au hasard? Vous pensez que les gens votent au hasard? Qu'il vient, il met son pouce partout parce que tel le premier, il lui met le pouce. Oui, mais non, je crois que vous vous moquez des Togolais quand vous parlez comme ça. Vous donnez l'impression que les gens ne savent rien du tout faire dans les villages. Oui, mais qu'est-ce qui était fait avant? Pourquoi ce changement alors? Qu'est-ce qui a changé en réalité? Est-ce que sur un bulletin horizontal, Fabre n'est pas toujours premier? Ou bien pour les gauchers, il est dernier. Non, je crois que vous cherchez des histoires là, il n'y en a pas. C'est pas la question. Voilà. Non. Il y avait un bulletin qui est commun à tout le monde. Si c'était des aveugles, on dit bon, il prend le bulletin là où il met. On parle des gens qui ont 18 ans, des gens qui ne sont pas mentalement, qui sont normaux. Ils ne vont pas voter parce que la CENI a classé selon un ordre. Non. Les gens vont, quand ils vont en campagne, ils amènent le bulletin, ils apprennent même aux gens. Quand vous avez
Donc je crois qu'il faut être sérieux. Ça, c'est pas un problème. Les gens, aujourd'hui, cherchent des arguments, éventuellement, pour expliquer leur défaite après. Quand ils parlent du mode... Quelle est défaite? C'est trop pour la défaite. Oui, quelle mais défaite? dis-moi, Quelle est défaite? Est-ce que toi, champion, peut gagner une élection dans ce pays? Est-ce qu'il a une On va aller à tour de rôle. Ils peuvent confondre Jerry Tama et Fabre en photo et en logo. Mais non, même dans les villages, contrairement... Jamais, tu fais de l'esprit. Je ne fais pas de l'esprit. Tu fais de l'esprit. On va aller à tour de rôle. Vous aurez le temps de réagir. Allez-y, Germain. Non, il faut arrêter. C'est comme vous dites après, bon, achat de conscience, on a donné t-shirt à quelqu'un qui l'a voté. Vous croyez qu'un Togolais va voter parce qu'on a donné un seul t-shirt? Quand vous perdez des élections, ne ridiculisez pas vos compatriotes au point de dire c'est à cause d'un t-shirt. C'est parce que c'est classé horizontalement. Non. Je crois que les gens savent pour qui ils vont voter. Les Togolais ne sont pas bêtes. Arrêtez surtout de faire croire que c'est les gens de la ville qui connaissent ce que les paysans ont. Arrêté ça. Et le mode de transmission... Personne ne l'a dit ici. Oui, mais tu dis on a pris du temps pour apprendre aux gens. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est dans ta tête que c'est une réalité. Non, mais c'est une réalité. Non. C'est une réalité. On va aller à tour de rôle. On parle du mode d'en bas par success et tout ça. Ouais. Mais les résultats pris en compte, c'est ceux apportés par le président, le vice-président et le rapporteur, qui sont de tendances différentes. Ça, c'est juste pour pouvoir envoyer rapidement les résultats. Mais il y a plusieurs modes de transmission. Oui, mais est-ce que... Vas-y. Il y a par le passé, ceux qui aujourd'hui disent qu'on ne doit pas faire comme ça, ceux qui disaient qu'il faut faire comme ça, je crois que après, nous sommes habitués à une opposition qui crie fraude sans apporter aucun élément de preuve. Il faut être sérieux. Et nous sommes aussi habitués à un pouvoir qui n'a jamais gagné d'élection. Oui, mais sans preuve. Vous n'avez jamais donné de preuves. Vous n'avez jamais gagné d'élection. Oui, quand vous parlez de fraude, c'est plus simple. Voilà. Il faut dire, mais ici, là, vous avez volé telle chose de telle manière. C'est concret. Mais vous dites que c'est celui qui gagne, il a volé. Non, on va permettre à ceux de réagir maintenant. Ça, c'est pas des problèmes, ça. Voilà. L'histoire de disposition sur le bulletin de vote, les Togolais ne sont pas des myopes, ils ne sont pas des aveugles. Ils savent pour qui ils votent. Ils ne sont pas tous gauchers également. Mais voilà. C'est cette réaction. Moi, je ne vais plus rentrer dans cette histoire. Ce qu'il y a, c'est que les gens sont de mauvaise foi. Il y a eu un travail qui a été fait. Et après, on a remis en cause le travail qui a été fait. Et moi, en tant qu'intellectuel, en tant que citoyen, je ne peux jamais l'accepter, je ne peux jamais l'épouser. Maintenant, quand vous prenez par exemple sur le sujet ou bien le système de transmission ou bien de centralisation électronique des résultats, là aussi, il y a des problèmes. Parce que pourquoi les gens veulent utiliser ce moyen-là à tout prix? Parce que ça leur permet d'avoir des résultats fabriqués dans les laboratoires qui sont disséminés un peu partout à Lomé pour consécuter l'opposition le jour du scrutin. Et je vous dis que les gens se préparent à publier les résultats déjà à 22h pour pouvoir consécuter l'opposition. Qu'est-ce que l'opposition a proposé? Pourquoi les gens veulent faire ça? Parce qu'ils ont fait ça en 2013. Ça leur a réussi avec les élections législatives. Voilà. Et en 2013, c'était le même système, le succès, mis en place. En 2013, je parle de 2013. Je parle de 2013. Laisse-moi, je vais revenir. Voilà. Donc, en quoi que ce n'est pas toi qui poses des questions. Donc, 2013, ils ont fait ça en 2013. Avec, vous vous souvenez, dès que les bureaux de vote ont été fermés sur la télévision nationale, on a commencé à publier des graphiques, des tableaux, et puis finalement, ces tendances-là sont finalement devenues des résultats définitifs. Et quand vous prenez le rapport des experts de l'Union européenne, ils ont dit que c'était un mauvais exercice et que cette façon de faire les choses, ça peut créer des situations de tension. Et maintenant, quand vous prenez notre loi électorale n'a pas prévu cette manière de centraliser les résultats. En 2010, il y avait eu cette volonté de centraliser les résultats. 2010 avec le fameux VSAT. Le fameux VSAT. Et ça a été conduit par qui? Par le PNUD. Donc des gens qui sont censés être au-dessus de la mêlée. Voilà. Quand le VSAT a commencé et que les gens ont compris que ce que le VSAT recevait n'allait pas leur permettre de garder le pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait saboter
le VESAT, celui qui avait géré le VESAT, le Sénégalais, il l'a dit. Il avait eu jusqu'à 80% des résultats avant que le VESAT ne soit saboté. Maintenant, après, au nom de l'apaisement, au nom de la stabilité, qu'on chante à tout moment, ni le PNUD, ni l'ESPER, personne n'a jusqu'à aujourd'hui révélé le contenu de ce VESAT. Donc, si on veut que les résultats soient transmis de manière électronique, il faudrait que la structure qui va conduire ça soit une structure indépendante. Une structure... c'est le cas de la CENI. Une structure où les gens dans laquelle les gens vont travailler sans parti pris. Voilà. Mais ce à quoi on assiste aujourd'hui à la CENI, le succès, c'est une invention de l'expert béninois Clément Aganaï. C'est lui qui a acheté même des serveurs, tout ça là, sans l'avis de la CENI. C'est au dernier moment que Clément Aganaï et son réseau ont décidé d'imposer le succès au bureau de la CENI. Voilà. Aujourd'hui, on dit que la CENI est indépendante, oui, mais quand vous prenez la CENI, il y a plus de représentants de la mouvance présidentielle que de représentants de l'opposition. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le consensus dont on parle tant, quand on met dans la balance le consensus, arrivé à un moment quand ils ne s'attendent pas, c'est le vote mécanique. Voilà. Et avec le vote mécanique, les désidératas du prince passent avant tout. Voilà, Germain Pouli, réaction? Bon, non, j'écoute mon confrère, mais je ne sais pas, c'est pas des élections, parce que mais les élections sont organisées de manière consensuelle. On connaît la composition de la CENI. On connaît la composition des CELI. Le bureau de vote, comment ils sont organisés. Mais quand il parlait du VESAT et tout ça, c'est comme si on a sorti des résultats de nulle part et puis on vient de les publier. Mais l'opposition a les résultats parce qu'ils ont leurs représentants. Oui, mais ils ont centralisé les données. On se souvient de lieu de comment? Oui, je veux bien. César. Je veux bien qu'on dise que quand vous êtes un candidat sérieux, pour te dire la vérité, tu ne prends pas des semaines pour centraliser tes résultats. Là, tu fabriques des résultats. En 2010, il y a un candidat qui s'appelle Lagoubon qui avait eu ces résultats. Il y avait des modes de transmission. Tes représentants t'envoient et il y a les procès-verbaux signés. Mais est-ce que les résultats proclamés sont différents des résultats sur les procès-verbaux signés par les membres et les représentants de l'opposition qui y sont? Non, vous donnez l'impression qu'on a fabriqué des résultats, ça a été toujours le cas. Et que vous avez le vrai résultat, mais vous ne les avez pas sortis. Parce que vous avez les procès-verbaux. Mais il faut les sortir. En 2007, l'opposition a été battue. Il y avait un problème de transmission des résultats. Aucun. L'opposition a été battue. Avec les législatives. Non, mais c'est... Bon, est-ce qu'il y a un parti qui a plus de voix que le parti RPT à l'époque? Un parti, non. Voilà, le RPT était le parti qui a plus de voix à ces élections. Oui. Donc, je laisse le débat sur le débat. Mais les partis de l'opposition réunis dépassent largement le RPT. L'opposition, si elle était réunie, elle aurait un candidat unique. Ne parlons plus de ça. Ce que je voudrais dire, ne donnez pas l'impression qu'on fabrique des résultats. Non, vous fabriquez des résultats. Mais qui, moi, non. Je mets la tête que journaliste. Non, il a dit, c'est lui qui a commencé. Je vous propose de mettre la balle à terre. Non. On va mettre la balle à terre et puis on va se respecter individuellement. Voilà, effectivement. Je veux bien quand on dit qu'il y a fraude, on dit dans telle circonscription, nous avons recueilli telle voix. Voilà telle voix qu'on nous a attribuée. Voilà, dans cette circonscription, on a empêché à nos électeurs de faire ça. Comme en 2005, les militaires ont emporté des urnes, par exemple. Ça, c'est des preuves de la fraude. Ça. Mais depuis 2007, les gens sont battus à plate couture, ils disent qu'il y a fraude sans amener un quelconque élément de preuve. Le seul élément qu'on vous envoie depuis 2010, c'est le VESAT. 2013, on n'a pas envoyé d'éléments, mais on dit qu'il y a fraude. Non, je crois. Nous sommes là, nous parlons à des téléspectateurs qui ont envie de savoir ce qui se passe. Les élections s'organisent de manière consensuelle. L'organisation telle qu'elle est faite, ce qui est malheureux, et là, le rapport de l'OIF l'a démontré, nous n'avons pas une CENI technique. Nous avons une CENI politique. À qui la faute alors? C'est les acteurs politiques qui ont choisi que chacun doit avoir son œil dedans. Des gens qui n'ont aucune qualification pour organiser, parce qu'on parle de professionnalisation de la CENI.
ça veut dire qu'on nous ramène pratiquement indirectement à aller vers une CENI technique. Il y a des procédures mises en place. Le mode de transmission au législatif, il y avait 3 modes de transmission. Il y avait par SMS, par téléphone et puis par les procès-verbaux. Mais est-ce que vous avez prouvé que par ces 3 modes-là, on a changé les résultats? Non. Vous les avez, vous savez que vous êtes battus, donc ce n'est pas la peine de chercher à dire que le mode, le mode success dont on parle, c'est juste pour, si on veut publier rapidement les résultats. Mais les résultats dont on tient compte, c'est ceux qui sont apportés par le président. Donc on nous a fait comprendre que les résultats étaient déjà préparés dans la machine. Bon, si c'est préparé, qu'est-ce que les représentants de l'opposition font à la CENI? S'ils sont conscients, mon c'est confrère parlait peut-être la raison pour laquelle ils ont parlait d'une seconde CENI, tu m'amènes même à lui demander de me dévoiler la composition de cette deuxième CENI. Tu dois le savoir. Là, tu ne t'informes pas, c'est tout. Tu ne t'informes pas. Je ne fabrique pas. La différence entre toi et moi, peut-être tu fabriques certaines informations. Oh non, dans le domaine où tu ne tiens pas la comparaison, donc tu te tais. Quelle est la composition de cette CENI? Tu ne tiens pas la comparaison dans le domaine. Quelle est la composition de cette CENI parallèle? Non, c'est pas. C'est pas la question. Je t'ai donné un nom. On va tu ne t'informes pas. Voilà. On va avancer. Je vais proposer. Si vous permettez. Si vous permettez. Rapidement. Oui, il ne faudrait pas que mon ami Germain se mette à nous servir ces rodomontages-là. Nous sommes là pour faire un débat sérieux. Voilà. Ce qui est toi qui non, Germain, on va parler. Nous sommes là pour faire. On va parler. Germain, on va parler. Tu ne poses pas des questions. Voilà, effectivement. C'est pas toi qui nous a invités, donc ne pose pas des questions. Un journaliste s'informe et ne se contente pas du peu. Un journaliste s'informe. Nous sommes là dans un débat. Informe-moi. Mais il faut aller t'informer. On va avancer. Je ne suis pas venu ici pour. On va avancer. Voilà. Maintenant, quand vous dites que quand les gens disent, les gens, après les élections, ils demandent les preuves. Mais les gens sont en train de centraliser leurs résultats. Vous dites... Non, jamais vous n'avez plus la parole. En 2010, les gens étaient en train de centraliser leurs résultats. Vous êtes allés ramasser leurs effets. Et à l'époque, le procureur de la République, Robert Bakaï, il avait fait une conférence de presse. Il avait dit qu'ils étaient en train de fabriquer des résultats et qu'ils allaient être poursuivis de 2017 jusqu'à 2015. Est-ce que vous avez encore entendu parler de cette affaire? Mais si vous êtes sûr que les gens sont en train de fabriquer des résultats, le faux est puni par les lois togolaises. Personne ne peut laisser prospérer le faux dans un pays censé normal. Personne ne peut laisser le faux devenir la norme dans une république. On a centralisé les résultats. Vous avez découvert que les gens sont en train de fabriquer des résultats. Mettez-les en prison, punissez-les. Maintenant, c'est à vous de démontrer effectivement qu'ils étaient en train de fabriquer des résultats. Mais si après, on est parti ramasser leurs ordinateurs, les papiers, et jusqu'aujourd'hui, on ne parle plus de ça, les gens se moquent des Togolais. Il ne faudrait pas que les gens viennent nous dire on dit qu'on les a volés, ils n'apportent pas de preuves. Maintenant, pourquoi vous êtes partis saisir leur matériel? On pouvait aussi attendre. Ils vont terminer et maintenant voir les résultats qu'ils vont apporter et les résultats que le parti au pouvoir avait. Faire la comparaison et mieux détecter des résultats fabriqués si résultats fabriqués il y avait. Voilà. Mais on n'avait pas fait tout ça là. Mais aujourd'hui, on nous dit que les gens ont manqué de preuves, tout ça là. Moi, honnêtement, au Togo, on sait ce qui se passe, surtout pour les élections. Voilà. Les gens se disent, ils sont populaires. Les gens se disent, ils ont tout fait, ils ont fait des routes, etc., que le jeu soit transparent. Voilà. C'est le souhait de tous les Togolais. Quand le jeu est transparent, si par exemple le jeu est transparent, il faut gagner honnêtement. Si un membre de l'opposition ou bien un candidat de l'opposition dit on l'a volé, les gens vont dire oh. Les gens vont dire parce que tout a été clair pour tout le monde. Mais c'est quand les choses ne sont pas claires que les gens sont prompts à contester. Voilà. Et ça, on doit l'accepter. Voilà, jamais. Rapidement, une dernière, fermez rapidement cette parenthèse. Que mon ami est dans l'imaginaire. 2007, quelle est la preuve de la fraude qui a permis au parti au pouvoir de remporter?
Vous avez des preuves en 2007, octobre 2007. L'opposition a été battue. Donc, tu poses encore des Non, questions. non, non. Mais oui, Je ne suis pas venu- non, non, je suis pas venu pour toi. non, non. Non, je On ne va réponds plus. pas à ta question. Il ne va pas répondre, voilà. il y a une J'aimais aller dans Non, l'argumentation. il y a eu 3 Voilà. élections Voilà. reconnues transparentes au Togo. Voilà. Même celle de 1994 qui a été remportée par l'opposition, on estime qu'elle n'est pas crédible. Mais 2007, mais l'opposition ne peut même pas envoyer un seul signal pour dire qu'il y a une fraude. Elle a été battue. Il ne met pas du découpage. Mais elle n'a pas électoral. contesté. Elle n'a pas contesté en 2007. Donc ça a été propre en 2007. 2007, il n'y a pas eu de Donc, elle a contestation. été C'était la battue. législative ou pas Oui, la oui, législative donc, elle a été soutenue, battue. où tout le monde a reconnu. Elle a elle été était battue. Bon. En 2013, elle a été battue. Dans 2010, il y avait ça, fabrication des résultats. Non. Je crois qu'aujourd'hui... Mais il y avait plein d'irrégularités qu'on a eu à C'est signaler. lesquelles Hein, quand on parle par exemple dans la partie du sud du pays, les bulletins de vote les bureaux de vote n'ont pas ouvert à temps. Il y a eu tellement de Mais ça, problèmes c'est pas parce qu'on sait que c'est Non, ça, c'est le bastion par exemple de l'opposition. On dit souvent. Est-ce que les gens, il y avait une queue et on a bouclé, on a fermé le bureau, non? C'est quand il y a une queue, on ferme le bureau, on empêche aux électeurs de voter. Le candidat peut dire, mais voilà, mais Et même on parlait même de la qualité de l'encre, elle n'était pas indélébile. oui, Hein? mais tout ça, je dis, je crois qu'il y a... Parce que Il y a 2013, des- nous l'avons je dis, couvert, il y avait eu d'abord, tellement il y a- d'irrégularités. non, il y a- Et même le Non, procédé. il n'y a aucun scrutin parfait. Même aux États-Unis, les urnes disparaissent. Maintenant, est-ce que ces anomalies-là sont de nature... Non, j'en viens. Partout, quand on juge une chose, on dit ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Maintenant, ce qui n'est pas bon, est-ce que c'est de nature à invalider le processus? C'est comme ça qu'on analyse toute situation. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose qui est parfait, quelque chose qui n'a pas marché. Toujours. Maintenant, est-ce que ce qui n'a pas marché est aussi important pour influencer gravement, pour invalider les résultats? C'est de ça qu'il s'agit. Dans tous les pays, vous verrez que s'il y a des missions d'observation, elles relèveront toujours quelque chose qui n'a pas marché. Voilà. Vous voyez, Voilà. donc c'est un peu comme pour le fichier électoral. Voilà. Ici, Uh-huh. au moins le gouvernement a appelé l'OIF. J'insiste là-dessus, si le gouvernement ne voulait pas la transparence, elle n'aurait pas invité l'OIF Voilà. de venir et d'aider avec les représentants. C'est peut-être suite aux pressions des différents partis qui ils ont appelé les Oui, moi je voudrais ajouter une conclusion rapidement et puis on va avancer avec pour les cette sujets. chanson, le gouvernement a appelé l'OIF. Voilà. Moi je suis fatigué avec cette chanson parce que quand le CAP 2015 avait sorti son rapport, était le premier parti qui a demandé, parce que l'OIF a une expertise dans le domaine. Voilà. Le général qui est arrivé, il a travaillé sur les fichiers électoraux dans les pays de l'espace francophone. Donc Voilà. c'est pourquoi d'ailleurs, après la conférence de presse du CAP, dans la déclaration, il a été demandé que l'OIF puisse venir aider les Togolais à améliorer un temps soit peu leur Qui a fichier. demandé Le CAP 2015, il veut prendre leur déclaration et la lire. Après, le gouvernement a envoyé le courrier pour éviter les espèces de la francophonie. Maintenant, quand on nous parle des élections législatives de 2013, les résultats des élections législatives de 2013 prouvent à suffisance que le candidat de l'UNI ne peut jamais gagner une élection dans ce pays. Parce que quand vous prenez les résultats législatifs de 2013, sur 3 072 879 électeurs, 800 880 seulement ont voté pour UNI. En dehors de ça, il y a eu 1 million, il y a eu, il y a eu 1 million d'abstentions. Au Togo, l'abstention, on sait dans quel camp il y a souvent l'abstention. Non, mais c'est une réalité. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Je vous propose d'avancer. L'abstention, souvent, c'est dans on va avancer. Chers invités, on avance. C'est bon. Tu peux dire que les on va avancer, on avance. On avance avec le sujet, on avance. Je vous propose ces invités d'avancer. On avance. Jamais, on va mettre les balles à terre. On va mettre les balles à terre. Non, jamais, c'est bon. On met les balles à terre. Je vais proposer d'avancer. On va avancer, mesdames et messieurs. On avance, mesdames et messieurs. On avance. Jamais, on avance. Le mot imaginaire, on est fatigué. On va avancer avec le sujet, je le disais. La CST, la synergie des travailleurs du Togo, continue toujours, mesdames et messieurs, son bras de fer avec le gouvernement. Non, jamais on continue, je lance l'élément, on continue. Là, je disais tantôt que la synergie des travailleurs du Togo continue son bras de fer avec le gouvernement. Elle a annoncé une marche qui devait avoir lieu là, en milieu de semaine, mais qui a malheureusement été empêchée par un fort dispositif sécuritaire. Nous allons suivre l'élément, tout juste après, on revient pour les échanges.
Face à cet impressionnant dispositif policier, les membres de la synergie des travailleurs du Togo, ils ont, malgré l'interdiction du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, tenu à se faire entendre. Tous vêtus de rouge, ils n'ont pu mener à bien leur action puisqu'ayant été empêchés par la police, un revers que ses premiers responsables justifient. Le soir de la journée d'hier, nous avons reçu 2 correspondances. Une venant du ministre de l'administration territoriale et une autre du président de la délégation spéciale de la ville de Lomé qui interdisait la marche sous le motif que la STT n'a pas déposé ces documents auprès de la mairie à temps avant d'avoir fait la déclaration de la marche. Or, en matière de syndicat, ce n'est pas le dépôt légal qui nous légalise. Le dépôt légal est une formalité administrative que les syndicats doivent faire. Mais ce n'est pas elle qui nous légalise. Le syndicat est légal dès le jour de son congrès. Et nous avons fait notre congrès depuis le 6 février 2015. Donc cette interdiction est une violation flagrante du droit syndical dont se rend coupable notre gouvernement. Le fort dispositif sécuritaire déployé par les autorités togolaises a réussi à contenir les manifestants qui voulaient marcher sur le ministère de l'Emploi avec objectif d'exiger la mise en œuvre des 280 points inscrits dans la plateforme revendicative de la synergie. Ce matin, comme depuis une semaine, la STT a programmé faire une marche du rond-point au point Trésor jusqu'à la fonction publique pour aller demander au ministre de la fonction publique l'accord de nos 280 points et que nos camarades, les EV, qui ont été recrutés au cours de l'année 2014 puissent commencer à être payés. La marche finalement empêchée s'est transformée en un sit-in. Après ce face-à-face qui s'est terminé sans violence, les membres de la STT envisagent de donner une nouvelle orientation à leur mouvement. Pour le moment, la campagne électorale ayant été annoncée pour le 10, la STT suspend ses activités jusqu'à après les résultats des élections présidentielles. Et après, nous en aviserons et nous le dirons aux camarades par les médias. Voici plusieurs mois que la gronde sociale, conduite par la STT, dure. Conséquence du blocage autour des discussions entre le gouvernement et la dite synergie. Quant aux discussions, elles sont toujours au point mort. Et pour cause, à ce jour, aucune issue n'a été donnée au reste des revendications de la STT. Comment la synergie va-t-elle reprendre ses mouvements après la présidentielle du 25 avril prochain? D'ici là, attendons de voir. Voilà, retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que vous suivez l'émission Le Point et nous recevons pour le compte de ce numéro Zeus Aziadouvo, directeur de publication du journal Liberté, et Germain Pouli, directeur de publication du journal Togo Réveil. Zeus Aziadouvo, vous venez de suivre l'élément qui vient de passer. On pourra dire que c'est un revers pour la synergie des travailleurs du Togo. Non, moi je ne prends pas la chose de cette façon. La synergie avait prévu faire la manifestation. Moi j'estime que normalement le gouvernement aurait dû communiquer à temps, mais on a attendu la veille de la manifestation pour prendre un communiqué interdisant la manif. Mais cela n'a pas démobilisé les gens. On a vu l'image tout à l'heure. Les gens sont sortis nombreux pour demander de meilleures conditions de travail et de vie. Maintenant, pas avec ce qui se passe, le dispositif, moi j'estime que les gens de la STT ont été responsables en demandant à leurs camarades de retourner à la maison. Donc, ils ont bien fait de sursoir à la manifestation, même si à l'intérieur du pays... On a appris qu'à Sokoré, c'était un peu il y a eu chaud. des échauffourées Voilà. un peu à Sokoré, mais à Tapan, ça s'est... Calmé un tout petit peu. Voilà, donc j'estime que c'était une démarche responsable. Donc ce ne sont pas des amateurs qui sont à la tête de la STT, donc ce sont des gens qui savent là où ils vont et ils ont aussi démenti ceux qui ont tendance à leur coller des velléités. L'étiquette. Voilà, l'étiquette des autocollants. Voilà. Des étiquettes de politique, tout ça qui sont manipulés par l'opposition, etc. Voilà. Donc même
tout le monde à la manifestation a vu que certains membres de l'opposition qui étaient là l'autre fois ont été priés de partir. Donc c'était pour dire que les responsables de la STT et leurs membres ne veulent qu'une chose, avoir de meilleures conditions de travail et de vie. Et je crois que c'est ça qui est important. Et là où leur responsabilité, leur sens de responsabilité est à saluer, c'est quand ils ont dit, compte tenu de la campagne électorale, nous allons sursis en nos manifestations jusqu'à la proclamation des résultats. Après, ils vont aviser, voir si ils peuvent encore reprendre les manifestations. Ça, c'est un acte des gens responsables. Parce qu'ils ne voudraient pas qu'il y ait de confusion. Ils ne voudraient pas qu'il y ait de confusion entre leurs actions et celles des partis politiques. Donc, c'est une démarche responsable. Maintenant, la question, c'est de savoir si le gouvernement va se reprendre, prendre un nouveau communiqué pour demander aux élèves de reprendre. Parce que le gouvernement croyait que la manifestation du 8 avril allait dégénérer. C'est pourquoi on a décidé de fermer, de proroger les congés. Maintenant, la SCT dit, nous on ne fait plus grève, dans ce qui veut dire que normalement, les gens doivent aller au boulot, les enseignants doivent retrouver leurs élèves et aujourd'hui les élèves sont à la maison. On se demande si le gouvernement va se rattraper et rouvrir les classes. On reviendra sur cet aspect de la chose. Mais Germaine Pouli, on peut parler également d'un sens de responsabilité à votre niveau? Oui, je pense que la STT a été responsable sur cette manifestation-là d'abord, en ne cherchant pas à entrer en confrontation avec les forces de sécurité, ce à quoi plusieurs personnes s'attendaient. Donc ils ont montré qu'ils ne sont pas des manifestants comme ceux qu'on a l'habitude de voir. Donc ce sont des intellectuels, ce sont des gens responsables qui respectent donc l'autorité quand elle interdit, puisque justement elle a cette autorité-là d'interdire ou de modifier l'itinéraire d'une marche. Là, on peut vraiment les féliciter. On peut aussi les féliciter pour l'effort qu'ils font, puisque c'est la deuxième marche qu'ils organisent, au cours de laquelle ils font un effort pour qu'on ne les identifie pas aux politiques, et en rejetant un peu les propositions des militants, des partis politiques qui sont tentés de venir les soutenir. Bon, maintenant, ils disent avoir organisé une trêve pour donner une chance aux élections. C'est bien beau, mais en même temps, on sent qu'ils sont venus à la lisière des élections, on sent aussi qu'ils sont confrontés à un problème d'interdiction des manifestations. Ce qui n'est pas normal d'ailleurs. Non. Aujourd'hui, le pouvoir dit les forces de sécurité que nous avons, la police et la gendarmerie, sont là pour sécuriser l'élection. On n'a pas d'éléments disponibles pour surveiller, sécuriser des manifestations autres. On n'a pas recommencé les élections? Non, mais la force est déjà déployée. On n'attend pas, la campagne a commencé, ce n'est pas aujourd'hui, comme on voit des gens assez cassés dans tout le tour du pays. Donc, la sécurité est gérée par la police et la gendarmerie. On dit, bon, aujourd'hui, ces unités-là sont déployées pour sécuriser les élections. Mais ils en ont quand même trouvé pour empêcher la marche. Oui, ce que je dis, si la STT veut organiser les marches tous les jours, elle peut le faire tous les jours. Est-ce qu'il faut mobiliser les gens tous les jours? Ça a été fait parce que les élections peut-être n'avaient pas totalement, la campagne n'avait pas commencé, les gens peut-être... Mais c'est l'argument donné par le gouvernement. Quand il a repoussé la rentrée, c'est pour dire que s'il y a des manifestations, les forces de sécurité ne seront pas disponibles pour les encadrer. Donc je pense, donc ça l'un dans l'autre. La STT a compris aussi que la plupart des manifs qui seraient éventuellement programmées au moment des élections seront interdites. C'est vrai qu'on dit, on informe, mais l'autorité peut interdire. Nous donnons l'impression qu'il suffit d'informer pour manifester. Non. Seulement qu'il faut motiver l'interdiction ou la modification de l'itinéraire. Voilà. Maintenant, moi je crois qu'on a fermé les écoles, mais l'objectif, ce n'est pas seulement d'éviter la marche, c'est aussi de régler les problèmes pour que le processus aboutisse. Oui, mais Germain, la question qui me dérange un tout petit peu, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il y a un certain amateurisme même dans la gestion de l'éducation. Amateurisme. Alors, comment peut-on fermer les écoles à plusieurs reprises au cours d'une année? Là, on prolonge encore la manger. Fermer les écoles alors que l'éducation des enfants sont en jeu. Comment peut-on faire la grève toutes les semaines? Si les problèmes étaient résolus, on n'allait pas cesser à ce problème. Donc, on peut faire la grève. C'est que quand vous êtes au pouvoir, vous avez le devoir d'assurer la sécurité. Oui, mais donc, si vous estimez qu'en fermant les écoles, vous gérez un problème,
Ça fait combien de fois? On va fermer les écoles à chaque fois pour gérer des problèmes? Écoute, tu n'es pas un spécialiste de la sécurité ni de l'éducation. C'est pas aussi ton cas. Ben oui, moi je parle des explications données par le gouvernement. Oui. Ce n'est pas mon avis, ça c'est ce que le gouvernement a dit. Mais toi, le disant, oui, mais tu n'as pas l'expertise. Avec mon regard de journaliste, je peux quand même dire ça. On a l'impression qu'on sacrifie l'avenir des enfants. Le ministre de la Sécurité qui dit, nous n'avons plus de personnel pour sécuriser à la fois les élections et les manifestations d'élèves. Oui, mais vous trouvez qu'il faut ouvrir et que les gens manifestent? Non, mais si demain il y a problème... C'est pas ce que je suis en train de poser comme question. Non, c'est pas ce que je suis en train de poser comme question. Je dis que j'ai l'impression que ça ne va pas parce qu'on ne peut pas sacrifier, fermer à chaque fois les écoles pour pouvoir dire, voilà. Je te donne un exemple. Nous sommes arrivés à l'université au moment des années 90, où régulièrement les étudiants se poignardaient ou se battaient au campus. Et le campus était fermé tout le temps, pour 1 mois et plus, tout le temps. On n'a jamais eu d'année blanche. Il faut des réaménagements. C'est le gouvernement qui fixe la date des rentrées, la date des examens et tout. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de réaménager ces dates-là. Mais là n'est pas la solution. Au-delà de tout ça, il faut finalement trouver un accord pour que les choses se déroulent bien. Donc, je dis que la STT, après ces manifestations, ils reviennent dans le cadre de discussion. Parce qu'aujourd'hui, bon, elle a fait ses preuves en termes de mobilisation, de manifestation, en termes de grève, jusqu'au point où les grèves aussi ne font plus peur au gouvernement. Parce qu'avant, quand la STT lançait la grève, même la nuit, on les appelait pour discuter. On balançait des mesures pour les calmer, pour que la grève n'ait pas lieu. Mais aujourd'hui, quand ils annoncent la grève... Mais ils ont une attitude responsable. Je pense que s'ils voulaient aller dans l'affrontement, le gouvernement ne pourrait pas se relever, comme peut-être ils ont l'impression de se relever. Ne les arrange pas. Vous êtes un homme responsable, vous n'allez pas affronter les forces de sécurité. Vous ne marchez pas pour créer la violence. Vous marchez pour exprimer un mécontentement. Mais on a l'impression que l'interlocuteur en face ne comprend rien. Non, les fonctionnaires ne peuvent pas faire la violence. Non, je ne parle pas de violence. Je dis que j'ai l'impression, on a l'impression... Ils ne sont pas responsables qui peuvent faire la violence. Voilà. Vous êtes un cadre de l'administration. Vous allez jeter des cailloux au fond de l'ordre. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis, j'ai l'impression que l'interlocuteur en face... Il n'y a que le dialogue. Voilà, mais qui ne comprend pratiquement rien à cela. Mais non, c'est la STT qui a quitté le cadre, qui réclame des discussions exclusives. Sinon, le pouvoir dit... Oui, mais ce sont eux qui ont ouvert ces discussions, parce qu'au départ, il y avait plusieurs centrales syndicales qui ne répondaient pas aux aspects. Non, mais est-ce que les revendications de la STT sont extraordinaires? C'est les mêmes revendications que des centrales faisaient bien avant la création de la STT. Est-ce que la oui, STT... mais qui n'avaient pas autant d'ampleur. C'est vous qui le dites. Oui, qui n'avaient pas autant d'ampleur, c'est la réalité. Beaucoup de choses, même jusqu'au statut de la fonction publique, beaucoup d'augmentation avant la naissance de la STT. Tu dois le savoir. On va donc dire que ces centrales n'ont rien obtenu, non. Ce que je dis, et ce que tout le monde dit de plus en plus, mais allez aux discussions. Est-ce que la présence des autres centrales vous empêche de défendre votre plateforme? En plus, vous dites, on va agir dans l'intérêt de tous les travailleurs. Nous prenons exclure une catégorie de travailleurs. Oui, moi aussi, le débat m'intéresse. Moi, ce que je dis, quand on nous apprend que la grève de la STT ne fait plus peur au gouvernement, bon, je ne sais pas si entre-temps mon ami Germain a voyagé, mais moi ce que je sais c'est que quand la STT dit qu'elle va faire, quand la STT appelle à une grève, cette grève crée des agitations, des démangeaisons au niveau des membres du gouvernement. La preuve, on a vu des ministres se promener sur toute l'étendue du territoire, pleurnicher pour demander à la STT de retourner à la table des négociations. On a même fait tout pour retourner la base contre les responsables de la STT. Mais ça n'a pas marché. Donc, quoi qu'on dise, la STT, c'est une organisation syndicale responsable. C'est une organisation syndicale qui veut un bien-être pour les travailleurs. Maintenant, aujourd'hui, cette organisation syndicale dit, j'observe une trêve. Donc, c'est à saluer. Maintenant, les raisons, les arguments de sécurité qu'on avance sont des arguments fragiles comme une toile d'araignée. Ça ne tient pas la route. Et moi, j'estime qu'un gouvernement responsable doit avoir le sens de l'anticipation. Et on nous dit souvent que le gouvernement avait des informations, c'est pourquoi il a décidé de prolonger les congés. Mais un gouvernement sérieux devrait aussi avoir l'information selon laquelle, après la manifestation du 8 avril, la STT devrait observer une trêve sociale. Le gouvernement devrait avoir cette information-là. Si on a affaire à un gouvernement responsable, mais on n'a rien fait, on s'est précipité
de prolonger Oui, mais- les congés. Maintenant, la SCT dit ne fait plus grève. Les enfants vont rester à la maison. Et ce qui est déplorable, quand vous consultez un peu le réaménagement du calendrier des examens, ça pose un problème. Le bac 2... c'est en juillet. Non, c'est en juin. Voilà. Le bac 2, c'est en juin. Exigence de l'harmonisation Voilà. dans l'espace UEMOA oblige. En juin, on va au bac, alors que quand ils vont reprendre le 4 mai, non, qu'un mois. Ils ont passé une bonne partie de l'année pour les grèves. Les gens sont restés à la maison. Est-ce qu'on peut boucler les programmes et permettre aux enfants, à nos frères, d'aller composer dans de meilleures conditions? C'est la question que je posais, ça ne fausse même pas l'éducation là-bas. Il y a un problème. Parce que quand déjà, au temps normal, les examens, c'est toujours dramatique, avec des performances un peu malheureuses au niveau des élèves. Maintenant, ils sont restés à la maison pendant toute cette période-là. Ils n'auront peut-être qu'un mois pour préparer un examen. Moi, je crois que ça va d'abord créer des problèmes pour ces élèves. Et puis, la conséquence aussi est lointaine. On aura des élèves qui seront formés au rabais. Et ce n'est pas une bonne chose pour le pays. Voilà, jamais. Non, bon, je crois que quand j'écoute ce que la STT fait pression sur le gouvernement, on a entendu ça avec l'opposition. La pression, les réformes. On ne parle pas de pro. Oui, on parle de la STT. C'est le même schéma. On parle de la STT. Quand tu parles, je te revois au moment où le CST, le FRAC faisait les marches pour des résultats qu'on connaît aujourd'hui. Donc, je crois qu'il faut... Oui, mais jamais on ne peut pas faire cette comparaison. Mais parce si, que elle est là. Non, on ne peut pas Elle faire est cette là, comparaison. Parce que s'agit- ce que nos amis de la CSC demandent, vraiment, c'est logique. Non, C'est tout le logique. monde... Ce sont des revendications tout le monde, légitimes. Ce que la STT demande est légitime. Ce que nous déplorons, c'est qu'il y a trop de grèves. C'est quand vous faites À qui la grève- faute? À qui Oui, la mais faute? vous êtes libre de faire la grève. Oui, mais à qui la faute? Oui, Si les conditions étaient réunies, la si ça allait grève, faire. c'est un moyen de pression. Avant, quand la STT annonce une grève, même notamment, les ministres vont les voir pour essayer et ils disent non, viens voir là-bas. Il fallait venir pourquoi nous voir c'était tôt. plus la pression? Oui, Pourquoi attends, ils ont déployé un fort pourquoi on dispositif ne les sécuritaire? appelle plus? Pourquoi ils ont déployé? Dis-moi pourquoi Oui, mais- quand ils lancent les grèves, on les Mais appelle on n'a pas de preuves, on n'a pas d'éléments de preuves pour Toi, savoir tu si as on des les preuves appelle qu'on pas. les appelle? Non, moi, non. Ça dit qu'aujourd'hui, avant on sortait des mesures, même les 909 millions. Voilà. Quand on lançait une grève, le gouvernement a lancé pour calmer les gens, pour qu'ils n'aient... Mais les gens ont foncé, ils sont allés en grève. Voilà. En mesure où c'est énervant, On n'a plus pratiquement le temps, Germain. On se rend compte Merci. que l'abus de la grève, c'est une forme d'expression, Voilà. c'est la liberté. Rapidement, conclusion, Mais il ne parce que faut nous sommes pas pris par le temps. peut-être en abuser. Il n'y a que le dialogue aujourd'hui qui peut régler le problème. On a fermé les écoles, la STT en trêve, mais que les deux parties là mettent ce temps-là à profit Voilà. pour s'entendre pour que dès qu'on rouvre l'école, le nouveau calendrier puisse être respecté. Voilà, Parce que merci finalement, tout le monde a à vous besoin. Germain Pouli. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Togo Réveil. Merci de passer sur ce plateau. notre Merci plaisir. également à vous, Zius Aziadouva, directeur de publication du journal Liberté. Nous espérons vous retrouver Ah parce oui, que c'était un merci. plaisir de discuter avec, d'échanger avec Germain Pouli, un débat très musclé d'ailleurs. Merci à vous également à vous à la maison. Il était musclé le débat. Merci également à la maison de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Nous vous retrouvons la semaine prochaine à la même heure, même chaîne. Au revoir.